Bonjour à toutes les futures femmes leaders qui nous regardent. Aujourd'hui, je suis avec la merveilleuse Linda Valade, qui est la fondatrice et présidente de Verum. Alors, elle nous expliquera un peu tout ce qu'elle fait avec sa mission qu'elle a de vraiment communiquer aux gens certaines informations par rapport à la communication non verbale. Alors, on va rentrer dans toutes ces questions-là. Et bien sûr, notre grosse thématique au niveau de notre chaîne, le mieux-être, le bonheur, comment on fait pour s'outiller à se développer, à être la meilleure femme qu'on voudrait être et aller chercher tout le potentiel qu'on a à l'intérieur de nous pour être les futures femmes leaders ou la leader qu'on aimerait ça être dans notre communauté, avec notre famille, dans notre travail. Alors aujourd'hui, je suis avec Linda. Voilà, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Linda. Bien, merci d'être venue me voir chez moi. En plus, c'est vraiment quelle agréable. Belle vue. Regardez ça, les futures femmes leaders. C'est ça à ce qu'on aspire. Moi, personnellement, j'adore la vue. Alors, on va partir avec la première question que j'ai pour toi, Linda. Pour toi, qu'est-ce que ça représente le bonheur? C'est quoi l'atteinte du bonheur? Bon, bien, c'est forcément en lien avec le fait de se retrouver. C'est pour ça que je te disais tantôt, justement, que ta chaîne me rejoint énormément. Le bonheur, en fait, ça devrait être assez simple. Tu sais, on a des valeurs qui sont propres à nous, qui sont nos propres valeurs, qui sont différentes d'une personne à l'autre. Et on n'est pas là pour juger les valeurs de l'un ou l'autre. L'important, je pense, dans la vie, selon mon point de vue, c'est de respecter ces valeurs-là qui nous animent. Semblerait-il qu'on a 3, 4 valeurs à peu près qui vont nous guider tout au long de notre vie. Ces valeurs-là peuvent évoluer aussi, mais c'est d'apprendre d'abord, pour les connaître, ces valeurs-là, bien, il faut se questionner. Il faut retourner en soi et dire qu'est-ce qui est le plus important. Puis si vous vous posez la question de dire c'est quoi une valeur, bien, simplement vous demandez qu'est-ce que vous ne pourriez pas vivre sans. Puis ça peut être toutes sortes de valeurs. Ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être la beauté. La beauté, c'est aussi une valeur. Ça peut être la reconnaissance, ça peut être la liberté, ça peut être la gloire. Peu importe la valeur, l'idée, c'est de ne pas de le juger, mais de retrouver nos propres valeurs et faire en sorte que notre vie soit vraiment alignée pour vivre à travers ces valeurs-là. Et ça, c'est une conviction que j'ai, que si tous et chacun vivaient à travers leurs propres valeurs, eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits sur la Terre parce qu'on serait beaucoup plus heureux. Et je pense que les gens heureux ont moins tendance à faire des conflits. Donc, finalement, bien, on serait massivement plus heureux. C'est quoi les valeurs primordiales pour toi qui font ton bonheur à toi? C'est sûr que la famille, pour moi, je suis maman de 2 extraordinaires filles. Oui. Donc, pour moi, ça, je me souviens à l'âge de 16 ans, déjà, je disais, moi, je ne pourrais pas vivre sans avoir d'enfants. Donc, pour moi, d'avoir des enfants, c'était primordial. Donc, la maternité, élever des enfants, pour moi, ça, c'est hyper important. Une autre valeur qui est présente depuis toujours, c'est la vérité. La vérité pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si on va rentrer dans le creux du sujet jusqu'à ce point-là, mais rapidement, je pourrais vous dire que pour moi, la vérité, c'était une façon de me rassurer lorsque j'étais enfant. J'étais un enfant très peureuse, alors j'étais constamment en quête de vérité pour ne pas être surprise, pour ne pas être mal pris. Donc, je cherchais constamment à trouver la vérité chez les gens. Fait que j'ai commencé, moi, à faire du décodage non-verbal bien avant d'être synergologue. Oui. J'ai commencé très petite à observer les gens pour décrypter un peu leur démarche, leur regard, leurs mains, leur corps. Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils semblent être ouverts? C'est quoi l'intention derrière son regard? Oui. Donc, moi, je faisais ça tout petite parce que j'étais en quête de vérité. Fait que la vérité, c'est une autre valeur très importante. Et il y a une autre valeur qui m'habite aussi, qui est la liberté. La liberté, c'est, en fin de compte, se donner le droit... la permission, parfois. Oui, la permission d'être libre dans sa vie, parce qu'on se fait toutes sortes de chaînes inimaginables. On s'attache à toutes sortes de croyances qui ne sont même pas des fois les nôtres, qui sont des croyances de la société, qui sont des croyances d'éducation, de formation. Mais en fin de compte, essayer de trouver cette liberté-là, de constamment revenir en soi et de dire hey, « c'est quoi qui est le plus important pour moi? » Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Moi, je suis une personne on me qualifie souvent de workaholic.
Et ça, pour les gens, ils disent « Ah, mais là, il faudrait que tu prennes des vacances. » Mais moi, je suis tellement heureuse dans ce que je fais. Je dis « Oh, ben oui, il faudrait que j'arrête. » Mais j'ai pas envie parce que j'aime ce que je fais. Je suis constamment en quête, je suis constamment à créer du contenu parce que ça me rend heureuse. Oui, j'aime bien ce que tu dis. À partir du moment où ce qu'on fait, ce qu'on aime, c'est pas vraiment un travail. On le ressent pas comme étant du travail. Non, exactement. Alors, de dire, par exemple, de penser à la retraite. Penser à la retraite, j'ai comme l'impression qu'il y a, il y a un sentiment de peut-être qu'on ne fait pas la bonne chose si on ne fait que penser à la retraite. On se dit, j'essaie de sortir de la situation où ce que je suis présentement, tandis que comme quelqu'un comme toi qui vraiment fait absolument ce qu'elle aime là, à 100 000 bien, on ne pense pas à ça. Là, on pense à comment on peut se développer, comment on peut s'améliorer, comment on peut aiguiser certaines compétences. Alors, c'est vraiment merveilleux que tu es toujours en lien avec ce qui te rend heureuse, finalement. Est-ce que tu crois que chaque personne a une mission à accomplir sur cette terre? Tu sembles tellement passionné par ce que tu fais. J'aimerais savoir si toi, tu le savais que tu avais une mission ou est-ce que ou ça s'est développé juste par instinct? Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on sait sans le savoir consciemment. Hein? C'est l'inconscient. Dans l'inconscient, on a beaucoup plus de connaissances et de... Oui. Donc, mais une chose qui est certaine, je pense, c'est qu'on a tous un joyau, on a tous quelque chose de particulier. Et c'est le fun parce que j'ai amené un livre tantôt, puis on va en parler, puis je ne suis pas toute seule à croire ça. Mais on a tous quelque chose d'extraordinaire en haut, une pierre précieuse. Et plus, c'est celle-là qui fait notre unicité. Et si on arrive à les mettre en lumière, bien, c'est peut-être ça, justement, notre don, notre mission, on est expert, tout le monde, dans quelque chose. Il y a quelque chose qui est nous. Moi, en toutes les personnes, j'ai la conviction qu'il y a une personne extraordinaire et c'est le regard qu'on porte sur cette personne-là qui fait qu'elle va nous retourner cette partie, cette belle partie-là de elle. Si on regarde une personne puis qu'on voit que le côté sombre, bien, c'est exactement ce qu'elle va nous présenter. Alors, notre regard va nous donner ce retour-là qui est différent. Et moi, bien, comme j'ai un peu la conviction avec ta question qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans chaque personne, bien, c'est un peu ce que je cherche à voir le plus possible. Mais on est des humains, puis des fois, on passe à côté. Mais l'important, c'est de le conscientiser puis de dire, bien là, peut-être que je l'ai manqué un peu. Peut-être que j'ai regardé plus son côté sombre, mais je vais me reprendre. Bien, on est constamment en évolution à vouloir devenir des meilleures personnes. Ouais. J'aimerais ça que tu fasses ou que tu me démontres le lien entre un terme qui revient souvent dans ma vie à cause que c'est un terme avec lequel on est de plus en plus à l'aise, la vulnérabilité. La vulnérabilité, en fin de compte, c'est une qualité de leader. Lorsqu'on est suffisamment en confiance, lorsqu'on a confiance en soi, eh bien, c'est plus facile de démontrer la vulnérabilité. Si on pense juste aux gens qui sont experts en arts martiaux, par exemple, ils connaissent leur grand pouvoir, leur grande force. Donc, pour eux, ils ne sont pas en réaction, ils sont plus en ouverture parce qu'ils se sentent en confiance. Okay. Et c'est le fun parce que, tu vois, tu me parles de vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité, c'est tellement l'endroit où on peut tisser des liens serrés. Je crois que la confiance se crée dans un moment d'authenticité. Et la vulnérabilité, eh bien, et l'authenticité vont de pair. Si non-verbalement, je suis en confiance avec toi, eh bien, je vais ouvrir, je vais avoir des gestes d'ouverture. Pourquoi j'ai des gestes d'ouverture? Pourquoi je vais détendre les bras? Pourquoi je vais dégager mon corps puis que je vais avoir de l'ouverture? C'est que j'ai aucune peur. Donc, je peux te donner accès, je peux être vulnérable parce que dans mon cerveau, ce qui se passe, c'est que quand je ferme mon corps comme ça, je protège mes organes vitaux. Ouais. C'est des mémoires archaïques. Ouais. Si j'ai peur, je fais ça. Pourquoi? Parce que si on me frappe ici, je risque de mourir. C'est de te protéger, finalement. C'est de la protection. Ouais. Donc, la fermeture, c'est de la protection. Ouais. L'ouverture, c'est de la confiance. Alors, je vais me rendre vulnérable en communication en dégageant mon corps parce qu'il y a le lien de confiance entre les deux. Il ne faut pas confondre avec, justement, avec faiblesse, avec...
Oui, souvent, c'est ça. Les gens, ils pensent vulnérabilité, ça veut dire qu'ils sont faibles, mais en fin de compte, à partir du moment où ce que tu te mets dans une situation où ce que tu t'exposes, il y a un certain courage dans ça. Et moi, quand j'entends le mot courage, je n'entends pas faiblesse, j'entends force dans ça. Absolument. Ouais, ouais. Comme moi, je te mentionnais tantôt, j'étais Ouais. très peureuse. J'étais pas juste peureuse durant mon enfance. J'ai continué dans ma vie après. Aujourd'hui, j'ai dépassé tout ça. Mais ça m'a permis de développer le courage parce qu'en même temps, j'étais curieuse. Ouais. Je pouvais pas me limiter, mais j'avais le courage. Donc, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de passer au-delà de ses peurs. C'est ça. L'objectif d'apprendre à décrypter le non-verbal, c'est surtout pas, mais surtout pas, d'être intrusif puis aller savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. L'objectif, c'est de mieux comprendre pour mieux s'adapter, pour pouvoir créer un espace d'authenticité, créer un espace de confiance où l'authenticité et la vulnérabilité peuvent habiter dans cet espace. Ouais. C'est vraiment de donner des clés pour créer des meilleures relations. Et c'est vraiment spectaculaire avec les années. Je me rends compte à quel point ça me touche parce que je ne savais pas au début, en 2013, quand j'ai parti l'école de formation en communication non verbale, je ne savais pas que ça allait faire qu'on allait devenir des meilleures personnes. Je l'ai un peu senti dans les années d'études, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à partager avec des étudiants et qu'eux aussi m'ont partagé leur ressenti, puis disaient, tu sais, Linda, maintenant, je juge beaucoup moins, je comprends beaucoup plus. Je fais la distinction entre la peur et la colère. Des fois, on voit quelque chose, on dit, bon, ça y est, il est fâché. Mais non, il a eu peur. On ne réagit pas de la même façon. Fait que ça nous amène à grandir, à devenir des meilleures personnes. Oui. C'est vraiment comme tu veux outiller les gens à ce qu'ils puissent pouvoir être plus ouverts à l'information qu'ils ont devant eux pour pas nécessairement être portés au jugement parce que c'est sûr que, comme tu dis, on aurait tendance à dire « Ah, telle personne ressent telle émotion », mais finalement, c'est absolument autre chose. Et parfois, on aurait réagi d'une manière négative par rapport à une information qu'on a juste mal décodée. Exactement. Ouais. C'est tellement puissant parce que, tu sais, la chose qu'il faut savoir en communication non verbale, c'est que votre corps exprime ce que vous ressentez, alors que les mots viennent d'ici. Tout ce qu'on s'est dit tous les deux depuis le début de l'entrevue, on a accepté de le dire. Ça l'a passé, moi j'appelle, ça passe le filtre de l'acceptation. Il n'y a rien qui sort d'ici que je ne veux pas dire. Même quand les gens me disent, ouais, mais des fois, je ne voulais pas le dire, mais il y a quand même une partie de toi qui voulait le dire. Oui, c'est vrai! Mais tu comprends que ton corps, lui, c'est complètement autre chose. Ton corps, c'est l'émotion. Oui. Tu sais, partout dans le monde, si tu as peur, tu vas braquer les mains, tu vas faire ça. C'est normal, tu recules, tu mets une protection. Et ça, c'est peu importe la nation. Quand tu es surpris, on fait tout ça. Dr. Heckman a fait beaucoup de recherches au niveau des micro-expressions. Il en est venu avec la conclusion qu'il y a des micro-expressions qui sont universelles puis qui sont même propres aux grands primates. Entre autres, la surprise. La surprise, quand on est surpris, les sourcils vont avoir tendance à faire le rond, les yeux vont venir grands. Et ça, c'est tout à fait logique. Le corps est 100% logique. C'est que je veux voir plus grand. J'ai eu peur, je suis surprise, je veux voir ce qui se passe. Donc, on ouvre les yeux grands. Wow. Alors, tu nous dis que le corps ne peut pas mentir. On peut mentir avec nos mots, mais le corps va toujours nous révéler la vérité. Toujours est un grand mot, encore une fois, parce que je peux feindre. Quelqu'un qui connaît bien le langage non verbal pourrait, même sans avoir étudié, bien, on entend les expressions populaires fermées, ouvertes, exemple. Je pourrais dire, bon, mais moi, je passe une entrevue, tiens, je vais m'asseoir comme ça, je vais rester ouverte, et là, je vais garder le dos droit, et je vais acquiescer. Mais à partir du moment où j'essaie de contrôler, je ne suis plus authentique. Exact. Et l'autre personne va le sentir. Alors, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est essayez pas de contrôler votre corps. Parce qu'on peut en contrôler une partie, mais on ne peut pas tout contrôler de toute façon. Et essayez pas de contrôler votre corps parce que pendant que vous êtes en train de contrôler votre corps, vous êtes en communication avec vous, pas en communication avec l'autre. Contrôlez simplement votre pensée. Vous avez une entrevue importante, mais dites-vous à quel point vous avez envie de communiquer avec cette personne-là. À quel point c'est quoi votre intention. Connectez-vous à ça. Ça, c'est très important, le mot. Absolument. Connectez-vous à l'intention. Qu'est-ce que vous voulez livrer? Comme là, on fait une entrevue en ce moment. Mais c'est exactement, puis je pense que tu fais la même chose que moi. On se connecte à l'intention de dire qu'est-ce qu'on veut partager avec vous.
Est-ce que je veux jouer un rôle? Est-ce que je veux... Bien là, si je joue un rôle, ça va sonner faux. Vous allez me trouver moins sympathique. Vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Tandis que quand on est dans l'intention, Ouais. bien, notre corps, je veux en venir à ça, c'est que votre corps parle parfaitement. Il va exprimer les gestes au bon moment, juste bien placé dans l'intonation, avec le mot et tout. Il sait faire ça. Ouais. Il est brillant, il est intelligent, il est cohérent. C'est quand on essaie de le contrôler que là, ça joue moins bien. Ouais. Quand tu as décidé de te lancer en affaires, qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que tu avais peur? C'était quoi les défis que tu as rencontrés en te lançant en affaires? Bien, il faut dire que en 2008, je parlais de me lancer en affaires. Moi, j'ai travaillé durant 25 ans pour une organisation extraordinaire. J'ai été 25 ans à travailler pour le Mouvement Desjardins. J'étais chanceuse, on m'a fait confiance. J'ai eu beaucoup de succès au niveau des ventes. J'accompagnais de nombreuses équipes. Des fois, j'accompagnais entre 15 à 17 institutions financières en même temps à atteindre des objectifs. Donc, je formais des équipes, je motivais, j'avais un beau rôle, j'aimais ce que je faisais. Donc, il pouvait y avoir jusqu'à 1000 personnes, tu sais, c'est beaucoup de... et ça allait bien. Fait que quand ça va bien, même si tu as un appel dans le cœur qui dit hey, tu pourrais peut-être faire d'autres choses, c'est insécurisant de quitter. Oui, c'est vrai. Puis j'ai eu une grande chance à un moment donné, en 2012, j'ai eu un petit accident qui a déchiré un muscle dans l'épaule. Et je dis une grande chance parce que c'est grâce à cet accident-là que finalement j'ai eu le courage de partir. Puis je t'explique rapidement. C'est qu'à l'époque, en février, je vais en patin avec ma fille. Bon, un enfant qui passe, je veux l'éviter. Je passe par-dessus, je me déchire l'épaule et je dois arrêter de travailler. Mais moi, je ne veux pas arrêter de travailler parce que toutes mes équipes se positionnent premiers au Canada. C'est les meilleurs. Ils ont travaillé fort. Et moi, je pense que je suis indispensable. Fait que je me dis, je ne peux pas arrêter de travailler. Et en février et mai, j'ai eu 3 accidents d'auto. 2 accidents où j'ai vu la voiture arriver, les 2 voitures, pas dans la même journée, là, mais 2 accidents où j'ai vu les voitures arriver derrière moi et une que moi, j'ai rentré dans une voiture en avant de moi. Et les 3 fois, c'était dans l'épaule. Le dernier, là, j'ai dû passer un examen à l'hôpital. On a fait une résonance magnétique. Puis là, on s'est aperçu que j'étais vraiment déchirée. J'avais pas le choix d'arrêter de travailler. Et quand j'ai arrêté de travailler, à ma grande surprise, eh bien, ces équipes-là qui étaient toujours premières, tu sais, se positionnaient premières, eh bien, ils ont continué à se positionner premières. Les 6 mois qui ont suivi, que j'étais en invalidité. Et là, j'ai compris une chose, c'est que ce que je donnais comme outil qui était important pour moi, c'était la création de liens de confiance, bien au-delà de connaître ton produit, créer le lien de confiance parce que le produit, ils le connaissent bien quand même. Bien, ça faisait la job, dans le sens que eux, ils avaient pu à trouver, à se motiver. Ils avaient changé leur façon d'être. Puis quand on change la façon d'être d'un individu, bien, tu n'as plus besoin d'être en arrière pour lui dire bravo, continue. Exact. On a changé quelque chose, on a mis... Fait que c'est ça que je formais les équipes dans ce sens-là. Je leur donnais des outils pour qu'ils puissent créer un lien de confiance. Et quand ça fait 6 mois que tu n'as pas été voir aucune de tes équipes et qu'ils continuent à performer et être encore meilleurs, tu dis, bien, il y a quelqu'un en Europe que je connais bien, Lionel Calderini, qui dit un bon coach travaille son inutilité. Là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est ça. Et c'est là que j'ai compris que je devrais me faire confiance et démarrer ma boîte et former d'autres personnes et me dédier à 100 à la création de liens de confiance. Alors que là, je devais quand même accompagner les équipes dans leurs objectifs financiers à atteindre. Et c'est là que j'ai démarré Verum. Mais ça m'a pris cette expérience-là parce que, un manque de confiance peut-être, c'est possible. Oui. Mais quand j'ai vu les gens performer avec ces outils-là, je me suis dit, wow, c'est plus grand que ma présence. C'est vraiment un outil qui transforme les gens. Oui. Et là, bien, j'ai démarré ma boîte en 2013. Oui. Et depuis ce temps-là, puis j'ai la chance de travailler encore aujourd'hui avec de nombreuses équipes chez Desjardins qui ont continué à me faire confiance, puis que j'accompagne, puis avec d'autres organisations aussi. Mais est-ce que j'avais peur? Bien oui, j'avais peur. Ouais. Ça a pris de 2008 à 2013. Ça a pris 5 ans. C'est des longs moments, j'imagine, de réflexion et de se convaincre. Une partie de moi l'était. Attendez pas d'être 100 convaincu parce que ça se fait avec le chemin.
À mesure qu'on avance dans notre processus, ça se fait. Mais dites-vous une chose, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je me disais, OK, Linda, je me souviens, là, quand j'ai pesé sur le bouton pour dire, OK, parfait, je quitte, là, je me suis dit, quand tu travailles, tout le travail, les travails que tu as fait, comment tu as travaillé? Puis j'ai toujours donné mon 100 Je me disais, pourquoi je ne ferais pas la même chose pour moi? Quand j'ai commencé dans le mouvement des jardins et j'étais caissière, bien, je m'assurais de balancer le plus possible, mieux que tout le monde. Pour moi, ça m'habitait, ça, de faire toujours mieux que ce que j'avais fait avant. Puis je m'étais toujours donné. Alors, je me suis dit, pourquoi je ne me donnerais pas pour moi? Je vais faire le même. Je ne vais pas changer parce que je vais passer de salarié à travailleur autonome. Donc, je me suis dit, regarde le passé. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire la même chose pour toi? Fait que c'est ce que j'ai fait. Mais si je peux vous donner un petit conseil, si je peux me permettre. Bien oui. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, je voulais pas... je me suis donné un budget d'une année de salaire. Vous savez quoi? Pendant cette année-là, je n'ai que créé, je n'ai pas sorti de chez moi pour aller vendre mes formations. J'ai une nature perfectionniste. Donc, aussi longtemps que je ne sentais pas l'urgence d'aller, eh bien, moi, je m'étais pris une année de salaire, j'ai versé dans mon compte. Je me suis dit, bon, je vais créer mon entreprise tranquillement. Je ne veux pas souffrir de manque, de quoi que ce soit. Et quand je vais me démarrer comme ça. Puis c'était une erreur parce que, en fin de compte, je restais dans mon confort puis j'évitais de sortir. Quand j'ai vu à la fin de l'année que là, il commençait à être urgent, que j'allais voir des clients, c'est là que je suis allée et c'est là que ça a démarré. Donc, des fois, pas se créer un deuxième. Moi, je partais de la sécurité financière, 25 ans avec le même employeur et tout. Et là, je me suis mis dans un autre type de confort. C'est quand je suis arrivée, là, à un moment donné, où tu n'as plus le choix de sauter. C'est ça. Mais si je n'avais pas mis ce confort-là, j'aurais peut-être sauté avant. Fait que, tu sais, c'est juste, si vous êtes des futurs entrepreneurs, si vous y pensez, faites-vous confiance, puis allez-y, go. Tu sais, vous le savez intérieurement, tu sais. Tu sais, c'est... Faites-vous confiance. Oui. J'aime ce que tu dis dans le sens que plusieurs personnes qui ont démarré leur entreprise, souvent, ils vont parler de... Ils ne se donnent pas de plan B. C'est vraiment juste le plan A, puis ils s'en vont vers leur plan A parce que s'ils ont un plan B, bien justement, ils restent dans le « Ah, bien, je pourrais toujours faire telle chose ou faire telle chose. » Alors, j'ai déjà entendu une entrevue avec un acteur qui disait que lui, son but, c'était de devenir acteur. Il n'y avait pas de « Si j'arrive pas à être acteur, je vais faire autre chose. » C'était vraiment, c'est ça passe ou ça casse. Là. Exact. Il n'y a pas d'autre... Si c'est récurrent, si vous avez une pensée récurrente dans votre tête, là, écoutez, à un moment donné, là, il faut l'écouter. Exactement. Si ça revient tout le temps, c'est que c'est vous. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Si ça revient tout le temps, et moi, là, j'aimerais tellement ça, avoir ma boîte, j'aimerais tellement ça. Mais posez-vous la question, c'est quoi? C'est sûrement une peur qui vous empêche de passer. Mais si ça vous habite, réalisez-le. Attendez pas. Vous allez arriver à la fin de votre vie en vous disant « j'aurais donc dû ». Les regrets, on ne veut pas avoir ça, non, c'est sûr. Exactement. On est mieux d'essayer, puis à la limite, bien, on va se relever, hein? L'humain, ça se relève. Puis combien de grands entrepreneurs qui ont fait des choses extraordinaires, à un moment donné, ont eu des baisses, ont eu des grands... Des échecs, des compagnies qui n'ont pas fonctionné. Exact. Puis ils sont remontés, puis ils sont remontés plus haut que la fois d'avant parce que là, il y avait une expérience. Tu sais, la vie, en fin de compte, il faut la vivre, il faut se donner des outils pour se réaliser parce qu'autrement, comme tu dis, c'est des regrets. Alors, ma chère Linda, on va aller dans les questions en rafale. D'accord, on se prépare. Tu vois, je me recadre. Oui, c'est ça. Ma première question, ton livre qui t'inspire le plus? Je vous invite à regarder ce livre. Oui. Oh, ça serait cette caméra-là. Ah, celle-là ici. Alors, voilà. Quelle est la chanson qui te met le plus de bonne humeur quand tu as besoin d'un regain d'énergie? Oh, un regain d'énergie. Oh! Tu peux chanter? Ben oui. I love rock and roll. Non, le jukebox, baby! C'est vieux, ça fait longtemps, mais je l'aime encore. Ah, c'est bon, c'est une bonne chanson, un classique, comme on dit. Si tu avais une machine à voyager dans le temps, quel événement répéterais-tu dans ta vie? Je vous ai dit tantôt, j'étais une femme très peureuse à l'époque. Hein? Le premier voyage que j'ai fait outre-mer seule, ça pour moi, c'était wow. Là, on passe à un autre niveau.
tout simplement. Pour moi, voyager seule, c'était quelque chose que je pensais jamais faire. Donc ça, c'était bon. Aujourd'hui, c'est fréquent, je suis OK, je suis à l'aise, j'ai plus ces peurs-là qui m'habitent, mais Oui. ouais, Tu referais ce voyage-là. je referais ça, puis j'en prendrais encore plus conscience. Quel est le film qui a le plus marqué ta vie? Oh boy! Ah, c'est drôle parce qu'on m'en a parlé. Je ne pourrais pas en nommer qu'un. Mais un qui m'a beaucoup conscientisé, c'est Matrix. Ça conscientise beaucoup sur la réalité des êtres humains. Oui, Ouais. c'est vrai. L'esprit endormi ou éveillé, conscient, Exact. inconscient. Ça, c'est un de mes films préférés. Alors, si tu avais un super pouvoir, ça serait quoi ton super pouvoir? L'éternité! Je pourrais travailler encore longtemps! Alors, tu veux dire ne jamais mourir, de Ne vivre jamais pour mourir, toujours, oui. comme un vampire, finalement. Ah, c'est faux! Un bon vampire. Quel est l'endroit dans le monde qui t'inspire le plus? Oh, wow! Bien, c'est drôle, c'est vraiment le fun, tu me poses ça. Je me suis posé la question où je pourrais être le plus heureuse et je me suis posé cette question-là la semaine dernière, près de l'eau, et c'est sur un bateau. C'est là où je me sens le mieux. Peu importe l'eau où je suis dans le monde, si je suis sur un bateau, l'élément vent, l'eau, le soleil, c'est vraiment pour moi le summum. Wow! Pour toi, c'est quoi la spiritualité? C'est d'avoir foi en soi ou en plus grand que soi, mais c'est d'avoir foi. La conscience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être connecté au moment présent, de savoir, de voir au-delà du geste, de voir au-delà de l'action. Bien, merci beaucoup, Linda. Ça a été tellement une conversation enrichissante. Je reconnais tout le temps que tu as pris pour être présente aujourd'hui, pour être présente avec moi pour cette entrevue. Et je te remercie du fond de mon cœur. Et c'est quelque chose que je veux toujours souligner lorsque je fais des entrevues. Je reconnais absolument le moment présent que tu m'as donné. Et je t'apprécie. À la prochaine, mes futures familiaires. Au revoir. Voici ce qui conclut un autre épisode de Podium, la source d'inspiration des futurs familiaires. Merci encore une fois de nous regarder. Continuez à nous suivre sur nos médias sociaux. Continuez à nous envoyer vos suggestions de femmes gestionnaires inspirantes. À la prochaine, mes futurs familiaires. Alors, Caroline, je pense que ce serait vraiment intéressant que tu rencontres Cathy Tropiano. Cathy Tropiano est la fondatrice des salons Mieux-être ici au Québec. Elle fait 3 salons par année à Québec, à Lévis, c'est-à-dire à Montréal et à Gatineau. Alors, ma chère Cathy, je te lance le défi de rencontrer la belle Kerline Desjans pour ses entrevues qu'elle fait pour sa chaîne YouTube qui s'appelle « Une leader comme elle ». Alors, je suis certaine que tu as un beau message à passer à toutes ces leaders féminines ou à ces futures leaders féminines.